23h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voyons ensemble le sommaire de ce journal. L'Union interparlementaire réunie ce lundi à Luanda, en Angola, une première journée. Et la Côte d'Ivoire en ressort avec 2 mémorandums dans le cadre de la coopération avec l'Union parlementaire des organisations de la coopération islamique et également avec l'Assemblée nationale de l'Angola. Développement à suivre dans ce journal. Des changements dans l'administration ivoirienne. Ali Koulibaly prend les rênes de la grande chancellerie de l'ordre national au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir. Il est élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire par Madame Henriette Dagri Diabaté, désormais grande chancelière honoraire. Et 27 000 ballons de la FIFA aux établissements scolaires pour les préparatifs de la phase nationale du championnat scolaire africain. Plus de 1000 établissements scolaires devront recevoir ces ballons ronds de football. Bienvenue à tous. Diplomatie parlementaire qui ouvre ce journal après la première journée de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. La rencontre se tient à Luanda, en Angola. Une session propice à la coopération parlementaire pour la délégation ivoirienne que conduit le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. 2 mémorandums d'entente ont été signés. L'un établit la collaboration avec le secrétariat général de l'Union parlementaire des organisations de la coopération islamique et le second avec l'Assemblée nationale de l'Angola. Les explications par Michel Digré et Adama Sangaré. Dès l'entame de cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola et le président de l'hémicycle ivoirien ont présenté les enjeux de cette séance de travail. La rencontre de ce jour, pour nous, est importante parce que c'est une rencontre qui doit venir contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations Côte d'Ivoire-Angola. Nous puissions être une forte alliance entre les 2 pays et que puisse aussi travailler avec d'autres pays africains pour la paix, la justice et le renforcement de nos institutions. Le décor ainsi planté, les 2 présidents ont signé le protocole d'entente qui définit les contours de la coopération parlementaire entre les 2 institutions au regard des potentialités des 2 États. Je reste convaincu, après 3 jours, pour ce que j'ai entendu et vu ici en Angola, que l'axe Luanda-Abidjan peut être un axe économique fort, un axe culturel fort et un axe politique fort. Mais je voudrais que nous, les présidents des 2 parlements, soyons donc les catalyseurs de cette relation Côte d'Ivoire-Angola. Après cette réunion, la délégation a pris part à une rencontre du groupe de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de celle-ci, Adama Bictogo a paraphé le mémorandum d'entente entre le Parlement ivoirien et le secrétariat général de l'Union parlementaire de l'OCI. Il porte sur l'organisation pratique de la 18e session de l'UPC en mars 2024 en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, l'organigramme des grandes institutions connaît de grands changements. Ainsi, la grande chancellerie de l'ordre national a un nouveau grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly, l'ancien ministre et ex-conseiller spécial auprès du président de la République succède à Madame Henriette Dagri Diabaté, désormais grande chancelière honoraire. Le compte-rendu d'une cérémonie de passation de charge par Abdoulaye Koné. Nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national pour sa grande contribution au rayonnement de l'institution, Henriette Dagri Diabaté a passé le témoin à son successeur, élevant ce dernier à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Nous nous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Henriette Dagri Diabaté s'en va, mais elle reste au cœur du dispositif, un dispositif qu'elle a fait rayonner de toutes ses forces. C'est avec des mots bien choisis qu'elle a fait ses adieux à son auditoire. La grande chancellerie, je l'aime. Je l'ai servie de mon mieux durant ces 12 dernières années, avec toujours à l'esprit l'idée qu'elle soit utile à la Côte d'Ivoire, utile aux Ivoiriens, et qu'elle accompagne fidèlement
la vision que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a de notre pays. Certes, je suis ému de vivre ce moment connu de tous. Tous ceux qui ont eu l'honneur de servir leur pays, quelle que soit la fonction qu'ils ont occupée au sein de l'État. Mais croyez-moi, je suis aussi heureuse. Heureuse à plusieurs titres. Heureuse d'abord de vous réunir, mes chers collaborateurs, et de l'occasion qui m'est donnée de vous remercier de votre dévouement à mettre en œuvre la politique que nous avions définie à notre arrivée en 2011. Le 4 octobre dernier, le président Alassane Ouattara avait signé 2 décrets de nomination à la grande chancellerie. Le secrétaire général de la présidence de la République n'a pas manqué de saluer le parcours vertueux de celle qui est aujourd'hui la seule à porter le titre honoraire de l'institution. Cette disposition à elle seule donne une idée de la place singulière que Mme Henriette Dagri-Diabaté occupe dans le cœur et l'esprit du président de la République. Madame la grande chancelière, le président Alassane Ouattara m'a instruit de vous exprimer sa gratitude pour votre engagement au service de la nation et de vous féliciter pour l'élan que vous avez su impulser à la grande chancellerie, qui est désormais mieux connue et respectée des Ivoiriens. Quand vient son tour de prendre la parole, le grand chancelier de l'ordre national s'engage à sauvegarder les acquis de la gouvernance de son prédécesseur. L'ancien ministre Ali Koulibaly a aussi adressé son ingratitude au président Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national. Madame la grande chancelière honoraire, vous avez donné à notre grande chancellerie ses lettres de noblesse de par votre équation personnelle, votre charisme et de par la qualité des programmes que vous avez initiés et conduits. Vous avez ainsi imprimé votre marque indélébile à l'institution. Comme beaucoup de personnes dans notre pays, je me considère débiteur du président Alassane Ouattara. Les hommes ne sont pas des particules élémentaires, c'est-à-dire des êtres qui ne doivent rien à personne. Les hommes ne s'auto-fabriquent pas. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer tout mon respect et toute ma reconnaissance au président Alassane Ouattara. Toute ma vie, je lui serai redevable d'avoir changé le cours de mon existence par une décision qui me place à ce niveau de responsabilité dans la République. La cérémonie de passation des charges s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Avant sa nomination à la grande chancellerie, le ministre Ali Koulibaly a occupé le poste de conseiller spécial auprès du président de la République. Et voyons à présent un réengagement dans la gestion de la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Ouloto, reconduite dans la nouvelle équipe gouvernementale en qualité de ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Elle décline cette fois ses nouvelles orientations pour ce ministère. Grace Kando. Le ministère de la fonction publique devient désormais le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une nouvelle dénomination qui s'accompagne d'une vision. La rentrée solennelle effectuée vise à décliner les grandes orientations. Le renforcement de la gouvernance avec comme option forte la gestion axée sur le résultat. L'accélération des processus de mise en place des répertoires des emplois et des compétences, REC, et les documents de profilage et de codification des postes. La bonne gestion de la trêve sociale, le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, notamment par le dialogue social dans tous les départements ministériels. Une fonction publique au service des populations. Les chefs d'antenne de la fonction publique, au nombre de 33, reçoivent leur feuille de route et quittent d'installation pour être plus efficaces sur le terrain. Ils ont pour rôle de faciliter la mise en œuvre soutenue du plan national de formation des fonctionnaires et agents de l'État dans les régions,
en assurant la formation d'un plus grand nombre de fonctionnaires, de maintenir les fonctionnaires dans leur zone de service et de réduire les dépenses inhérentes à l'organisation des programmes de formation. Nous allons faire la proximité avec les fonctionnaires. C'est-à-dire nous allons aller dans les régions pour montrer aux fonctionnaires et agents de l'État l'importance de la formation dans leur carrière. Les défis pour une nouvelle fonction publique moderne et performante imposent un changement de paradigme. Les challenges et défis du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sont énormes. Ils nous invitent à faire preuve de dépassement, de sacerdoce même, d'engagement ferme, d'abnégation, de détermination et surtout de cohésion, d'union dans la synergie des forces et idées novatrices. Pour joindre l'acte à la parole, des moyens de mobilité ont été remis aux directeurs régionaux de la fonction publique et au président du conseil de discipline. Voilà une nouvelle vision pour de nouveaux challenges. Le ton est le même au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Ouadjaka Léon Adom reçoit les ambassadeurs et personnels administratifs de ce ministère. Une prise de contact, mais surtout de nouvelles orientations pour davantage d'efficacité, nous dit Angela Diallo. C'est sa toute première rencontre avec ses collaborateurs depuis sa nomination. À peine installé à la tête du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ouadjaka Léon Adom prend contact avec le personnel administratif du ministère et les ambassadeurs. Je tiens d'abord à lui féliciter qu'il soit à la tête de notre ministère et nous l'avons entendu, il est prêt pour que le travail avance. Nous allons l'accompagner dans ce sens. Le nouveau ministre des Affaires étrangères est un homme de la maison et nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette première réunion, il a lancé les idées que nous approuvons. C'est cette méthode scientifique de travail que nous espérons. Occasion pour le ministre de présenter sa vision. C'est ensemble que nous allons tenter de mériter cette confiance que le président a bien voulu placer en nous. Je voulais donc obtenir, avant de commencer, leur accord pour que nous puissions entamer avec diligence la tâche de repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. Au sortir de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a annoncé pour les prochaines semaines la mise en place d'un séminaire. Cet atelier de réflexion va permettre de réorganiser le travail et faire des propositions en vue d'accroître les performances du ministère. Les communes, à l'instar des institutions et organes de l'administration publique, connaissent également des changements favorisés par les élections locales tenues en septembre dernier. On se souvient, les nouveaux responsables des municipalités prennent fonction. C'est le cas de Dimbokro où le maire Adama Coulibaly a reçu de son prédécesseur le pouvoir d'administrer la cité. Kader Sogodogo. Le ministre Adama Coulibaly est désormais le premier magistrat de la commune de Dimbokro. Les conseillers municipaux réunis en session spéciale l'ont désigné avec 100% des suffrages exprimés. Il succède officiellement à Abilé Djemeleou qui lui remet les insignes afférentes à ses nouvelles responsabilités. Monsieur le ministre, nous on est fiers. Et vous allez transformer Dimbokro. La Libéra va sortir, le pont va sortir. Tout le monde va vouloir venir à Dimbokro parce que le développement va aller très vite. La population attend beaucoup de vous. Je n'ai pas de doute. À commencer par vous-même. Je suis convaincu que tout ce qui a été promis sera réalisé pour le bonheur et le bien-être des populations de Dimbokro. Faire de Dimbokro un pôle économique et une commune moderne. Le ministre Adama Coulibaly a un plan pour les 25 villages et les 5 quartiers de la commune. Notre objectif et notre ambition, c'est d'offrir ce que nous avons de meilleur à nos parents pour un développement intégral et inclusif. Nous devons donc travailler dans un esprit d'équipe pour traduire en actes les 5 piliers de cet ambitieux programme afin d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations et préparer un bel avenir pour notre jeunesse. Situé dans l'ex-boucle du cacao, Dimbokro, chef-lieu de la région du Ndzi,
connu également sous l'appellation de la Cité du bonheur partagé, reste attaché à la cohésion, à l'union et à la paix pour son développement. Des atouts certains pour le nouveau maire de la commune, le ministre Adama Coulibaly. À Divo, la passation de charges a été le cadre de rappel des défis qui ont pour dénominateur l'amélioration des conditions des populations. On le voit dans cet élément de Mahama Traoré et Khalil Diomandé. C'est fait. Amédée Kofi Kwaku passe la main à Ali Touré à la tête de la mairie de Divo. Ainsi prennent fin les 2 mandats successifs de l'actuel ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier comme premier magistrat de la capitale du Lodjibois. Tel que prévu par les textes, le préfet de région, préfet de Divo, veille au respect des formalités liées à la passation de charges entre les maires sortants et entrants. On a fait aujourd'hui la passation des charges, mais je suis très heureux parce que nous laissons une belle mairie, de bonnes activités au niveau du social, des ressources pour pouvoir donc continuer le travail important que nous avons abattu au cours de ces 10 dernières années. J'ai tenu à féliciter le nouveau conseil municipal, mais aussi le conseil municipal sortant pour l'important travail que nous avons fait. Grâce à son bilan, il faut le reconnaître, pendant ces 10 ans que notre municipalité a pu être élue. Et nous bénéficions de son expérience, du travail bien fait qui a été fait. Nous savons aussi que c'est une lourde responsabilité de succéder à un monsieur d'une telle envergure avec tout le travail qui a été fait. Nous espérons continuer ce travail de développement, comme il a si bien dit, pour le bonheur des Divoleurs. Ouverture des voies, construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, modernisation de la délivrance des actes d'état civil et actions sociales, voici les grands chantiers qui attendent le nouveau maire de Divo, Ali Amadou Touré. Un autre champ à présent, une formation est ouverte depuis ce lundi sur les outils de la bonne gouvernance des agents du ministère de la Justice, les agents du ministère de l'Économie et des Finances et également la police criminelle y participent. On le voit dans cet élément de Juliette Weyer. Comptes bancaires, voitures, biens immobiliers et autres objets de luxe acquis illégalement peuvent être saisis. C'est ce qui ressort de cet atelier organisé par le pôle pénal économique et financier, appuyé par la coopération allemande en Côte d'Ivoire. L'objectif visé est que dans tous les domaines pertinents de la lutte contre la criminalité économique et financière, vous puissiez travailler ensemble, en synergie, et disposer d'outils pointus qui répondent aux meilleurs standards nationaux, régionaux et internationaux. La difficulté majeure se trouve dans l'identification des avoirs criminels. Comment les dépister, comment les identifier pour pouvoir en faire la saisie, le gel s'il faut, et puis enfin la confiscation. C'est à ce besoin-là de trouver les voies et moyens, d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, justement dans le cadre de cette activité que se tient cet atelier. Les participants, notamment des éléments du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie, de la police criminelle et autres partenaires, réfléchissent sur plusieurs sujets, dont la fraude dans les marchés publics et autres techniques d'investigation. Donc, on va certainement aborder des techniques d'enquête par rapport à l'identification des avoirs illicites, des questions de confiscation, la saisie et certainement l'importance de recouvrir toutes les pertes de l'État, de la population pour que la Côte d'Ivoire puisse bien récupérer ses avoirs et avoir des avantages de la vraie lutte contre la corruption. Les travaux de cette rencontre, qui vont durer 5 jours, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et des emplois. Ce projet couvre la période 2020-2024. Parlons à présent d'un partenariat pour améliorer le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. L'expertise canadienne est apportée à la Côte d'Ivoire. On le voit dans cet élément que rapporte Issa Chonayeo. Étendre l'offre de formation des jeunes du système de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Cet objectif a amené le ministre Kofi Nguessan à échanger avec une délégation du Québec au lycée technique. De ces échanges aboutiront un partenariat gagnant-gagnant dans la formation des jeunes. Il y a une vingtaine
de centres de formation représentés aujourd'hui. Avec ces centres de formation, nous allons discuter encore et faire en sorte qu'à partir de cet hiver, un premier lot déjà inscrit partirait. Mais en 2024, on va amorcer l'envoi de jeunes de Côte d'Ivoire dans les cégeps au Québec. Les formations vont durer 3 ans, mais c'est des formations pratiques. Donc les jeunes auront le savoir-faire et pourront même travailler un moment avant de revenir dans notre système ici. À l'issue de ces échanges, 27 jeunes apprentis ivoiriens se rendront au Québec pour une formation de haut niveau dans plusieurs domaines, dont l'agriculture et l'informatique. Parlons à présent santé avec les résultats du programme Lien Nutrition, un programme de lutte contre les habitudes alimentaires et le lien Nutrition Action. C'est un programme qui vise à limiter l'avancée des maladies métaboliques dont le diabète, dont l'évolution est essentiellement liée à l'alimentation. 64 personnes ont été testées dans 2 zones de la ville d'Abidjan. Le point avec Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. D'ici à 2045, la population des diabétiques va atteindre 55 millions de personnes en Afrique. Une situation alarmante qui découle de l'absence de diagnostic régulier. L'obésité ou encore le surpoids dont se nourrissent les maladies métaboliques sont dus à l'alimentation. Le programme Lien Nutrition est mis en œuvre pour l'éducation alimentaire. Ces patients ont bénéficié de conseils, d'accompagnement par les coachs à l'effet de pouvoir acquérir des habitudes durables pour pouvoir améliorer leur état de santé. Alors c'était des ateliers en nutrition, mais également des ateliers dans le domaine du sport. La phase pilote du programme Lien Nutrition a pour but de transformer les habitudes alimentaires. Après 3 mois de tests sur 2 zones d'Abidjan, 64 participants diabétiques présentent une santé améliorée. Le programme Lien Nutrition a permis de réduire les désordres métaboliques, notamment une réduction sur l'hémoglobine glyquée, sur le cholestérol et la pression artérielle. Nous avons aussi constaté une amélioration sur les habitudes alimentaires, donc un régime davantage équilibré sur les différentes consommations des groupes d'aliments, une augmentation de l'activité physique des participants et un état de bien-être et une perception sur la santé améliorée. Lien Nutrition Action permet de limiter l'accroissement et l'évolution des maladies métaboliques. Voilà un reportage commenté par Didier Nguessan que nous retrouvons sur ce prochain élément qui porte sur la situation des personnes en situation de handicap. Une situation améliorée par la remise de matériel orthopédique ici dans la ville de Dabou. On le voit dans ce reportage. Des fauteuils roulants, des cannes et des béquilles sont remis à 109 personnes en situation de handicap à Dabou. Ces matériels orthopédiques sont mis à disposition par la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires se réjouissent de cette aide à la mobilité. Grâce à Dieu et grâce au donateur qui nous a fait cet honneur-là de s'y rendre ce matin à Dabou pour nous faire ce cadeau, ce beau cadeau. Et je tiens à les remercier, à leur dire merci, à dire merci aussi à tout le monde. Et puis, je prendrai soin de ce fauteuil roulant. Ce matériel est adapté à chaque utilisateur afin d'améliorer le confort d'assise, mais aussi d'encourager la station debout selon les recommandations de l'OMS. Est-ce que la personne a une sensibilité? Si elle n'a pas de sensibilité, est-ce que la personne s'assoit bien? Est-ce que la personne ne s'assoit pas bien? Parce que toutes ces données sont prises en compte. Et ensuite, on voit l'environnement dans lequel la personne évolue. Est-ce que le terrain il est sablonneux? Il y a des graviers. Toutes ces données sont capitalisées. Après cette phase, c'est le technicien qui a la fiche d'évaluation avec toutes les données qui va prendre le fauteuil qui est en pièces détachées dans un carton et il va monter le fauteuil en fonction de la prescription. Le projet s'appelle Livelihood. C'est un projet qui contribue à l'autonomisation des personnes handicapées afin de faciliter leur mobilité et afin d'accroître leurs chances d'avoir du travail. La Confédération et son partenaire CBM, une ONG de droit allemand, vont déployer le projet dans les communes d'Abobo et de Yopougon.
En sport, la phase nationale de la 2e édition du championnat scolaire africain se prépare et ainsi 27 000 ballons de la FIFA ont été remis aux établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Plus de 1000 établissements scolaires recevront ces ballons ronds de football. Reportage de Arsène Kouassi pour RTI Sport. Développer le football en milieu scolaire est l'un des objectifs de la FIFA à travers le projet Football for School qui offre 27 000 ballons à plus de 1000 établissements secondaires de Côte d'Ivoire en vue du championnat scolaire africain. C'est le président de la commission du football des jeunes et du football en milieu scolaire, Abdoulaye Diabaté, qui a procédé à la distribution de ces ballons aux différentes écoles prenant part à la compétition en Côte d'Ivoire. C'est un programme à long terme. Donc il y a les exigences du court terme et les exigences du moyen terme et voire le long terme. Le long terme, c'est de permettre à ce qu'on ait une très large population d'apprenants au football, mais qui se fondent sur les compétences de vie. Parce que être au sport, connaître la vie, connaître les questions de santé, connaître les questions d'environnement, connaître les questions d'éducation, il n'y a pas meilleur créneau que ça. Et comme il fallait s'y attendre, cette dotation de l'instance du football mondial ne laisse pas indifférents les bénéficiaires. C'est un sentiment de joie. Nous comptons utiliser ces ballons pour les compétitions OASU et aussi les interclasses afin de mieux former les enfants. Nous devons dire merci à la FIFA et nous disons aussi merci à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le lycée moderne d'Agou fera bon usage de ces ballons et fera tout possible pour que nous soyons le meilleur lycée de la région de la Draine d'Azopé. Le championnat scolaire africain initié l'année dernière par la Confédération africaine du football a pour objectif d'inciter les jeunes filles et garçons de 12 à 15 ans à la pratique du football. À présent, on se rend à Grand Bassam où Sa Majesté à Montanoé, le roi Nzima Kotoko, assistait à l'ouverture d'une période de recueillement spirituel amorcée par la mise en retraite du tam-tam sacré et d'Onbolé. Il a rejoint la forêt sacrée, des cérémonies dans la pure tradition Nzima qui marque la première partie de la célébration de l'Abissa. Devisoyo raconte. Atmosphère particulière ce dimanche à Grand Bassam, siège du royaume d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le Siedou, où la retraite de l'Endongbole, le tam-tam sacré du peuple Nzima. L'Endongbole fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis 1 an pour une retraite de 7 jours. Ce tam-tam a fait une simple apparition pour se préparer. C'est la semaine prochaine, véritablement le dimanche prochain, que le tam-tam va venir sur le plateau pour faire sa danse d'une semaine. C'est un passage plus qu'obligé, parce que sans ce passage-là, on ne fait pas l'Abissa. D'ailleurs, le Siedou, c'est la première partie, c'est cette cérémonie-là qui lance véritablement l'Abissa. L'Nzima Kotoko, accompagné de centaines de participants issus de divers horizons, sont venus écouter les premières sonorités de l'Endo-Ongbole. Toute personne étant Nzima est appelée à venir au Siedou le jour de la sortie du tam-tam. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous réunit, nous tous, ici, dans la fraternité à Bassam. Ça fait plusieurs années qu'il a visité 23 pays en Afrique. C'est la première fois qu'il voit un événement, qu'il vit un événement vraiment aussi intéressant que vraiment c'est ce qu'il a vécu aujourd'hui, les 22 pays qu'il a visités en Afrique, il n'a jamais vu un truc pareil. So I was really very impressed to see these people. Le Siedou ou encore la retraite de l'Endongbole marque le début de la semaine silencieuse, une période de recueillement, de pardon et de préparation des cœurs à la cohésion et à la paix avant les manifestations publiques de l'Abissa. Voilà, véritable tradition Nzima. Une brève en image de l'actualité internationale de cette journée. Nous partons au Mali, au Mozambique et également en France. Des points rapportés par Souleymane Donisongou et Abdoulaye Koné. Mali, les casques bleus de la mission de l'ONU MINUSMA se déplacent vers la ville de Gao. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali
poursuit donc son désengagement sur le terrain avec pour objectif de quitter le territoire avant le 31 décembre prochain. Mozambique, plus de 10 jours après les élections municipales tenues le 11 octobre dernier, la confusion règne toujours dans le pays. Les premiers résultats partiels sont très contestés et donnent largement vainqueur le parti au pouvoir. Certains tribunaux de district ont demandé le recomptage des voix. En France, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris. Ils demandent l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza. Cette manifestation fait suite à l'appel du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Ce lundi, un troisième convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI.